Bonsoir tout le monde. On se retrouve pour le deuxième épisode de Qu'est-ce qu'on va devenir, l'émission où on se projette dans le futur. Alors, on n'est pas Madame Irma, mais on va quand même essayer d'entreapercevoir les futures années. On se projette à peu près sur 50 ans, sur des thèmes différents. Alors, hier soir, on a parlé mode avec Natou. Et ce soir, on va parler écologie avec Johan, qui est avec moi ce soir. Comment ça va ? Ça va super. Bienvenue, je suis contente que tu sois là, que tu aies accepté, ça fait plaisir. Surtout que ce soir, tu pars pour un grand voyage, donc je t'ai eu à la dernière minute. Où est-ce que tu pars ce soir ? Je pars en Inde, mais je prends pas l'avion. Donc c'est un périple sur 6 mois pour rejoindre un village au nord de l'Inde, mais on va prendre le train, le bus, tout ce qu'il y a comme transport, aussi. Le bateau, sans avion pour des raisons écologiques, et on souhaite réaliser un documentaire justement sur le dérèglement climatique. Génial. Bon courage, parce que ça a l'air d'être un périple, mais bon, comme on dit, le voyage, ça fait aussi partie de l'aventure. Et je pense que tu vas avoir des sacrés souvenirs. Je réalise pas trop encore que je pars là ce soir, mais ça va se faire au fil du temps, je pense. Parce que moi, je l'ai vu arriver avec son sac à dos. Je précise aux auditeurs, je l'ai vu arriver, j'ai fait, attends, tu pars vraiment ce soir là. C'est incroyable. De Paris jusqu'en Inde, sans avion, oui, c'est possible, techniquement. C'est vrai on va essayer, en tout cas. On oublie déjà que parfois on a du mal à rejoindre le sud de la France avec le train. Donc là, l'Inde, c'est un sacré challenge. Mais je crois en toi. J'ai hâte de suivre un petit peu l'aventure. Alors on va parler écologie, on va du coup se projeter dans le futur, comme je vous l'ai dit. Toi, tu fais des vidéos. Tu fais des vidéos assez good vibes sur des sujets qui le sont parfois un peu moins. Comment tu te définis ? Est-ce que tu te définis comme créateur de contenu, auteur ? Je sais pas trop encore. Je viens de finir mes études. J'ai rendu ma soutenance la semaine dernière. Okay. Et donc là, il y aura ce voyage aussi après. Donc ça me laissera le temps aussi de savoir ce que je vais faire par la suite. Mais c'est un peu le titre qu'on m'a donné, créateur de contenu, depuis que j'ai créé Le Jeune Engagé sur Insta. Et justement, j'aime bien créer du contenu lié à l'écologie. Mais sous une autre forme, parce qu'on parle beaucoup d'écologie déjà sur les réseaux sociaux, mais il y a une certaine forme, des fois c'est un peu anxiogène, c'est des sujets qui sont difficiles, on connaît l'urgence climatique, on sait qu'elle est là, et des fois c'est assez difficile, je trouve, de se motiver quand on voit toute cette information qui nous tombe dessus. Et donc j'ai voulu créer Le Jeune Engagé, c'est arrivé au second confinement en fait, quand il y avait le Covid en fait, et j'étais là, mais comment parler d'environnement quand il y a déjà un virus qui nous menace ? Comment dire, ah oui, mais attendez, il y a peut-être aussi le climat qui va tous nous tuer. Donc c'est là que j'ai vu qu'il y avait des TikTok, des Reels en fait sur Insta, et je me suis dit, je peux utiliser l'humour en fait pour continuer à parler de ce sujet-là, mais de manière un peu plus détendue, et ça a bien pris, et aujourd'hui, c'est ce que je fais principalement. Ouais, de rendre la chose un peu plus, digeste à la limite, parce que c'est vrai que quand on est aujourd'hui sur Instagram, dans nos feeds, ou même TikTok, Twitter, peu importe, on prend quand même énormément d'informations à la seconde, qui sont parfois très anxiogènes. On parle d'éco-anxiété chez les plus jeunes, qui est très présente. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en fait, on se retrouve face à un flot d'informations qui parfois ne nous concernent pas directement, mais qui en même temps vont finir par nous concerner à un moment ou un autre. Et je pense que c'est ça un peu qui est angoissant, c'est d'avoir cette espèce d'ombre au loin où on nous montre des pays du monde où il y a des problèmes et on se dit c'est des pays qui sont hyper loin, mais au final ça peut aussi nous arriver. Et puis ça reste notre planète aussi, on a envie de s'y intéresser, mais ça fait mal, je pense, de réaliser certaines choses, de découvrir un petit peu ce qui nous entoure. Donc c'est un peu le mauvais côté de l'information, c'est que c'est très violent, mais c'est indispensable. Mais je pense que oui, c'est ça, c'est indispensable, et l'éco-anxiété, c'est assez sain, parce que vraiment on prend conscience en fait de ce qui pourrait nous arriver si on se bouge pas, et si on reste dans l'inaction climatique. Après maintenant, c'est de savoir, est-ce que cette éco-anxiété, elle paralyse et on a envie de plus rien faire et on déprime, ou on se met à se bouger, à s'engager. Et moi j'ai vu que justement en utilisant l'humour, c'était une manière de prendre cette éco-anxiété et de la tordre un peu pour dire ok, elle est là, on rigole un coup, mais on s'engage derrière en fait, et on se bouge. Et j'essaye de motiver comme ça les jeunes notamment, et pas juste les jeunes, à s'engager. Et je trouve que l'humour, il a ce pouvoir de rassembler en fait. Il y a des vidéos qui sont vues par des millions de vues, etc. Ça crée du débat. Il y en a qui sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord, mais ça crée une discussion, et je trouve que on peut rassembler beaucoup autour de l'humour, et ça c'est pas mal. Oui, complètement. Ça, je suis d'accord sur le fait de rendre la chose accessible, et surtout que ce soit bien compréhensible, parce que parfois il y a
des informations, on comprend pas tous les mots, enfin on comprend pas très bien l'information en tant que telle, et on a presque l'impression de se dire ok, je vais avoir ma dose dans la journée, c'est-à-dire que je peux accepter 3-4 infos et après c'est bon, j'ai eu ma dose, les autres je les zappe quoi. Et de l'amener avec humour, je trouve que on peut plus emmagasiner parce que ça rend le sujet un peu moins grave, hein, mais ça c'est toujours pareil. Hein. Je reçois souvent des messages de personnes qui me disent voilà, je suis allé sur certains comptes, des scientifiques, j'ai vu tous ces rapports ou ces infos hyper anxiogènes. Heureusement que je suis allé sur ton compte pour un peu souffler, et c'était ça aussi l'idée. C'était de pouvoir aussi on parle toujours des sujets parce que je pense que c'est important d'aborder ces sujets-là, notamment sur les réseaux sociaux, et je pense qu'on n'en parle peut-être pas encore assez concrètement et en profondeur. Donc c'était une nouvelle manière en fait d'apporter la chose, et c'est aussi que je pense que je suis pas forcément capable de faire comme certains activistes, etc., d'être toujours dans le grave, etc. C'est pas moi en fait. Et je me suis découvert grâce à ce compte, et je me suis dit, moi je suis quelqu'un de plutôt jovial et de drôle, ce que disent mes parents. Et donc je me suis dit, comment justement mettre cette écologie et ma passion pour cette protection de l'environnement avec moi. Et en fait, c'était l'humour qui a rejoint les deux, quoi. Ouais, et dans le retour des gens, dans les commentaires, tu le sens, c'est-à-dire que les gens, ils apprécient et ils viennent pour ça sur ton compte, c'est ça ? C'est ça. Et je vois aussi beaucoup de personnes qui débarquent, en fait. Et je touche, parce qu'il y a cette bulle un peu écolo où on parle entre personnes qui sont déjà convaincues, qui veulent bouger, qui font des choses. Mais ce qui est bien avec ces vidéos, notamment les Reels et les TikTok, c'est que ça dépasse cette bulle écolo. Et je vais toucher des personnes qui ne sont pas vraiment sensibles à ces questions-là, qui n'en entendent pas souvent parler, et qui vont dire ils vont la regarder la vidéo parce que il y a ce ton humoristique, donc ils vont quand même continuer. Et j'utilise les codes aussi d'Instagram en utilisant les musiques qui sont en tendance, etc. Donc ça va toucher un autre public, et ça je trouve ça hyper important pour pas rester dans sa petite bulle en disant en fait regardez, tout le monde s'engage, tout va bien, le monde est parfait. Non, c'est de toucher d'autres publics en fait qui n'ont pas accès à cette information. Oui, parce que c'est vrai que cette bulle un petit peu de concernés et de gens un petit peu déjà convaincus, en fait eux, quand on leur explique des problèmes qui se passent partout ailleurs ou même en France, déjà il y a une chance sur deux qu'ils soient déjà au courant s'ils sont très renseignés, et surtout ils vont rien apporter de plus s'ils agissent déjà à leur échelle, c'est déjà énorme. C'est ça. Et en fait ils font déjà le maximum qu'ils peuvent, donc c'est un plafond. Tu parles dans le vide. Des fois je participe à des conférences, etc., et j'ai l'impression de parler à des convaincus et ça n'a pas grand intérêt. Et t'es là, c'est sympa parce que tu rencontres des personnes, ça peut aussi te donner de l'énergie, de voir qu'il y a d'autres personnes qui se bougent, c'est assez sympa de ce côté-là. Mais moi je me sens plus efficace par exemple quand je fais des conférences dans des écoles où il y a tout un public hyper varié, que dans des conférences où c'est un truc sur l'écologie, tout le monde, et ceux qui vont dans les conférences c'est des personnes déjà concernées, si c'est une conférence sur l'écologie, ils vont déjà ils sont déjà au courant, etc. Donc des fois j'ai l'impression d'avoir moins d'impact à ce niveau-là. Et il y a d'autres niveaux où j'ai plus d'impact justement avec ces vidéos, alors que c'est des vidéos très courtes, c'est 10-15 secondes des fois, mais je trouve que j'ai plus d'impact comme ça. Ah oui, mais ça suffit largement à impacter et à potentiellement percer dans la timeline de tout le monde un petit peu. En termes est-ce que c'est considéré comme de l'influence ? Est-ce que toi tu fais des placements de produits ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être contacté par des marques un petit peu pour communiquer dessus ? Ouais, j'en fais quelques-unes des collaborations. Je suis assez critique sur celles que je choisis. Je fais attention justement parce que je prône une certaine façon de vivre plus écologique, etc. Donc je pourrais pas accepter il y en a des marques qui tentent quand même de faire du greenwashing, et donc ils vont essayer de me demander de faire des collabs. Donc non, j'essaye quand je choisis une collaboration, j'ai pas envie qu'elle pousse à la consommation. Donc je travaille avec des institutions. J'ai travaillé avec la SNCF il y a un petit moment pour promouvoir le train, des choses en fait qui vont dans une consommation un peu alternative. Ça oui, j'accepte, ça fait partie un peu de ce que je gagne, et je dois en vivre maintenant que je suis plus étudiant. Donc ça fait un peu partie de ça, et moi je suis pas contre justement cette influence. On en parlera sûrement, mais elle doit évoluer, cette influence, et moi je suis content de justement montrer qu'une influence différente et peut-être plus engagée et plus écologique est possible. Oui, c'est possible. En fait, on peut se dire que communiquer avec des marques et être influenceur un petit peu axé écologie, c'est complètement compatible, si on le veut. Et de toute façon, on peut aussi se dire que personne n'est parfait, et qu'il peut y avoir parfois des marques qui ne sont pas parfaites non plus. Mais si ce qu'elles transmettent, il y a quand même des bonnes valeurs à trouver là-dedans,
bah ça peut marcher. Après, évidemment, il faut faire attention au greenwashing. Pour ceux qui savent pas ce que c'est. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, le greenwashing, c'est le fait de vouloir se racheter une image, on va dire, quand on a des marques qui sont pas très clean et qui vont se dire bon, bah, on va passer par des gens qui le sont un peu plus que nous et ça va nous rendre un peu plus verts. C'est ça, ou c'est mettre un logo en vert, ou mettre des petites annotations éco-conçues, etc. Et quand le fond de l'entreprise n'a pas changé. Ouais. Donc c'est sûr, je pense qu'il y a plein d'entreprises qui doivent aussi changer de modèle et c'est pas du jour au lendemain qu'on change un modèle économique. Non, bien sûr. Donc il y a des entreprises mais on le voit s'il y a un vrai fond derrière une volonté de changement, et d'autres qui en fait ont envie de surfer sur la tendance, on va dire, de cette prise de conscience écologique, mais qui vont jusqu'au bout essayer de rien changer pour justement perdre le moins d'argent, on va dire. Donc non, c'est vraiment, je pense, ça prend du temps en fait à choisir les collaborations pour choisir au mieux. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de prendre le temps, je pense, de découvrir une marque, une institution, de fouiller un petit peu parfois et de se dire, bon, bah, ok, ça colle à ce que je veux transmettre, surtout s'il y a un message derrière. C'est vrai que les trains, c'est assez cohérent parce que du coup, bah, tu fais des voyages en train à la place de l'avion, donc c'est vrai que ça a du sens. À l'inverse, une compagnie aérienne, si elle te contactait, tu dirais non, du coup. Oui, voilà. Non, merci d'être passé, mais non. Même si c'est pavé de bonnes intentions de leur part, parce que c'est vrai que des compagnies aériennes, bah oui, c'est leur métier, donc bien sûr. forcément, c'est... Ah ouais, puis ils vont en faire des collabs et tout, mais pas avec moi. C'est ça, et je pense que même un influenceur lambda qui ferait des partenariats avec des compagnies aériennes, qui a une empreinte carbone qui est potentiellement désastreuse, mais qui après dit aux gens de trier ses déchets, moi je pense qu'il ne faut pas pour autant leur tomber dessus violemment. Déjà, s'ils essayent de faire un tout petit geste sur le côté, bon, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Et puis après, chacun a son rythme aussi. Oui, bien sûr. Parce que pour nous, ça paraît évident de se dire ah bah oui, bah t'évites de faire ça, ça craint, tu promouvois quelque chose de pas terrible, etc. Mais en fait, c'est des gens qui vont le promouvoir à des plus jeunes. Les plus jeunes, ils vont pas prendre l'avion tous les 5 matins, hein, même si tu leur fais une pub pour une compagnie aérienne. Oui. Ils vont pas partir à Phuket le lendemain ou aller à Toulouse-Paris en avion, quoi. C'est des gens de 13 ans. Bon, bah oui, ils vont regarder, ils vont dire d'accord, mais ça n'a pas forcément un impact direct. Donc, c'est sûr qu'il y a cette prise de conscience, elle est différente pour chacun, en fait. Ouais. Et chacun va prendre... Voilà, la prise de conscience, elle se fait avec plein de choses, de gens qu'on rencontre, de choses qu'on apprend, etc. Et donc, on ne peut pas tous dire à tout le monde d'aller aussi vite que nous, de faire comme Exactement. ça, etc. Et chacun à sa vitesse. Bon, il y a l'urgence climatique, donc il faut qu'on y aille un peu plus vite. Mais non, c'est sûr. Après, moi, je trouve que dans l'influence, ce qui serait bien, c'est de changer les imaginaires, justement. Les gens ne vont pas prendre un billet du jour au lendemain, mais c'est cette idée que pour voyager, pour s'éclater, il faut absolument partir à l'autre bout de la planète pendant une semaine sur une plage pour vraiment décompresser, etc. Et d'essayer qu'il y a aussi autre chose. Il y a ça, mais il y a d'autres façons de voyager, il y a d'autres façons de s'évader, il y a d'autres façons de rêver, en fait. Ouais. Et voilà, des influenceurs qui vont montrer des grosses voitures, des jets privés, etc. C'est OK, mais il y a peut-être... Sens, c'est ça, il y a peut-être d'autres façons de montrer Et justement, tu disais, il y a beaucoup de jeunes qui regardent. Oui. Et c'est des jeunes qui se construisent. Et il y en a beaucoup qui se construisent maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de leur montrer ? Est-ce qu'on ne peut pas leur faire rêver autrement ? Et on parle de faire rêver autour de la nature. Ça paraît un peu bête comme ça, mais c'est vrai. Voilà. Je pense que c'est une conception, mais qui va évoluer. Je pense que ça arrivera tôt ou tard. Je pense que c'est possible et à mon avis, j'espère que ça le sera de plus en plus, de faire rêver autrement, comme tu dis. On va partir un petit peu plus dans le futur maintenant. Alors là, on parlait un petit peu du paradoxe entre être influenceur, de promouvoir des styles de vie qui sont parfois pas du tout écolos, qui sont dans la surconsommation, mais pour autant de vouloir faire des efforts. Donc moi j'espère en tout cas dans quelques années que les influenceurs soient tous un petit peu hybrides là-dessus, c'est-à-dire à la fois qu'ils aient potentiellement un lifestyle un petit peu fou, et ça c'est, j'ai envie de dire, c'est presque... on n'y échappera pas, tu vois, donc qu'ils puissent faire, je sais pas, la Fashion Week, des voyages, etc., mais que pour autant, ils transmettent des nouvelles valeurs, qui transmettent un petit peu plus de simplicité, je l'espère. De toute façon, on va avoir un retour à la simplicité au fur et à mesure des années, je pense que ça, c'est inévitable, mais qu'ils apprennent un petit peu
je sais pas, à partager des choses plus accessibles, même en termes, là on parlait du voyage, c'est vrai, mais on peut aussi parler du quotidien, de la nourriture, des vêtements qu'on achète, de nos déplacements, de la manière de se déplacer, de vivre, du rythme de vie, hein, tout simplement, de le rendre, c'est ça, plus accessible à ceux qui nous regardent. Toi, tu visualises ça un peu comment, le futur de l'influence J'aimerais bien que le futur de cette influence, elle soit qu'il n'y ait pas d'un côté les influenceurs justement écolos et de l'autre le reste des influenceurs, et que justement il y ait cette hybridation, et que en fait l'écologie doit être partout et tout le temps, et dans les décisions qu'on prend. C'est pas un concept, l'écologie, ça a l'air un peu comme ça farfelu, mais c'est juste de respecter notre environnement dans notre vie de tous les jours en fait. Donc c'est assez simple, il y a encore beaucoup de travail pour ça, mais voilà. Donc, et c'est vrai qu'il y a ce côté des influenceurs, comme les célébrités partout dans le monde, elles font rêver, elles ont un peu des vies un peu folles, que c'est pas tout le monde qui va faire toutes ces fashion week, etc., bouger. Mais je pense que oui, on peut en mettre en adéquation plus de respect de l'environnement, et voilà, plus d'engagement avec un lifestyle un peu fou. Mais voilà, je pense que ça va se mettre en place petit à petit. Moi, je vois qu'il y a plein d'influenceurs qui se posent beaucoup de questions, mais aujourd'hui qui ne se sentent pas légitimes, parce qu'ils continuent à faire certains placements de produits, etc., pas les plus vertueux. Et ils disent, si on parle d'écologie, on va se faire tomber dessus. Ils vont nous dire, ah bah oui, mais tu dis ça, mais regarde ce que tu as fait la semaine dernière, etc. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'il y en a déjà... C'est déjà bien, en fait, parce que certains influenceurs ont beaucoup d'influence. C'est des millions de personnes qui les regardent, des centaines de milliers. Déjà, s'ils peuvent aborder certains sujets, c'est déjà génial. Et l'écolo parfait, il n'existe pas. Même quand je fais des vidéos, moi, il y en a plein qui disent oui, mais t'as filmé avec quoi? La vidéo, ça pollue, c'est du numérique. Bien évidemment. Mais l'écolo parfait, il n'existe pas, il n'existera pas. Parce qu'on est dans un monde et dans une société qui fait que qui a encore axé sur la consommation. On verra si ça change complètement. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de faire des vidéos avec un caillou, ça marche pas. Donc voilà, on est tous imparfaits, mais je pense que si on a la volonté de faire mieux, et voilà, de montrer aussi, je pense que les influenceurs pourraient aussi montrer les difficultés qu'il y a peut-être à changer, mais les réussites, etc. Et petit à petit montrer qu'on peut évoluer vers plus d'engagement. Oui, ça, dans tous les cas, injecter au fur et à mesure un peu plus de... d'authenticité là-dessus, juste dire les choses. Ils ont totalement le droit d'arriver et de dire finalement mon style de vie là, je me remets en question, je me pose plein de questions, et ça faut surtout pas leur tomber dessus, parce que c'est vrai que quand on a une volonté un petit peu de faire changer les choses, tout est bon à prendre en fait. N'importe quel, même si c'était Kim Kardashian depuis son jet privé qui fait une story en disant genre les gars, je commence à me tâter sur le jet privé, peut-être faudrait que j'arrête. Mais c'est déjà... mais ça serait ouf qu'elle se pose la question, et ça pourra, tout le monde en parlerait, les médias, etc. Ça ferait un sujet majeur. Donc oui. Peut-être que les gens lui tomberaient dessus en disant elle se fout de notre gueule celle-là. Mais bon, c'est sûr, mais je pense que ça. Mais on prend quand même, c'est ça. Hein. Ouais, non, clairement, je pense qu'il y a vraiment besoin de cette évolution. Ça se fera petit à petit, je pense, en espérant quoi. Et je pense que de plus en plus, les abonnés demandent aussi plus d'engagement. Des fois, c'est fait pas avec bienveillance. Ça, moi, je le condamne, parce que ça peut être... Les gens se rendent pas compte, en fait, que ça peut être des dizaines, voire des centaines, des milliers de messages d'un coup. Et des fois, quand c'est pas très gentil, je pense pas que ça soit correct, cette manière de faire, mais de dire il y a certains sujets, est-ce que tu pourrais aborder ces questions-là, etc. Dialoguer aussi avec les influenceurs qu'on suit pour leur dire ça serait pas mal d'aborder cette question-là. Je pense que ça peut aussi faire évoluer positivement. Oui, c'est de laisser la porte ouverte en fait, constamment, de se dire qu'on se ferme rien, on essaye le moins possible de pointer du doigt violemment les personnes. Parce que c'est vrai que même moi, j'en connais plein, des influenceurs qui se sentent pas légitimes de parler de ça, qui sont persuadés qu'on va leur tomber dessus parce qu'ils sont pas parfaits. Mais personnellement, je suis pas parfaite non plus. Et même avec tous les combats que je défends, c'est impossible d'être parfait au final. Et je pense qu'il y aura pas même à l'avenir, d'influenceurs parfaits là-dessus. C'est pas possible, hein, même... Je vois pas dans quel univers on peut réussir à être impeccable, mais ça va se faire progressivement, et peut-être que dans quelques années, ce qui pour l'instant nous paraît être un effort, ce sera la norme. Oui, bien sûr. Donc peut-être que dans quelques années, ce sera juste la norme de pas promouvoir certaines choses, de pas
mettre en avant certains styles de vie, ce sera devenu totalement ostentatoire et ridicule. Mais pour aller à cette transition, va falloir lâcher un peu les rênes, quoi, et se dire genre, ok, on va faire ça progressivement. C'est pas grave si ça se foire un peu, mais c'est pour un influenceur dont c'est le métier, ça fait flipper, quoi, parce que clair, s'il se prend un espèce de bad buzz ou de je sais pas quoi, c'est potentiellement il a plus de loyer, quoi, à la fin, tu vois. Donc pour eux, c'est des gros challenges, quoi. C'est pas juste s'humilier en public. Et tu parlais justement d'authenticité chez les influenceurs. Je pense que c'est hyper important et c'est ce qui fait que ça marche, les contenus de personnes qui sont authentiques. Et donc moi, je pense que ça serait bien de continuer là-dedans et de montrer que voilà, on n'est pas parfait, mais il y a ce goût de vouloir changer et donc de rester dans cette authenticité, de dire bah voilà, ça c'est pas ouf, je vais essayer de faire ça. Et ça, je pense qu'on peut vraiment y gagner à ce niveau-là. Ouais, et de rendre accessible aussi, je pense, des choses qui sont plus locales, parce qu'on parle souvent du local quand on parle écologie. Ça, c'est sur tous les points. On pense tout de suite à l'alimentation, mais ça peut aussi être sur le voyage. Donc ça paraît bête, mais de voyager en France, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que dans le voyage, souvent, comme tu dis, il faut partir loin pour vivre une aventure incroyable, etc. Mais en fait, on a la chance d'avoir un pays quand même hyper diversifié en termes de paysages et de... C'est clair, on a tellement de chance. On a vraiment énormément de chance, ça c'est clair. Et du coup, de promouvoir peut-être un peu plus ça. J'ai l'impression que ça se fait progressivement. Je vois de plus en plus de gens qui participent un petit peu à ce paysage touristique, en disant bah voilà, il suffit de prendre la voiture ou de prendre un train et d'aller à 1 heure de route et on a un paysage absolument incroyable. Mais on le disait, faire rêver autrement, c'est hyper important. Et les influenceurs peuvent participer à ça parce que c'est vrai que dans leur façon de se montrer, etc., et de montrer leur vie, il y a ce facteur de faire rêver. Et donc voilà, est-ce qu'on peut pas faire rêver autrement? Et moi, j'en suis sûr qu'on peut montrer des trucs hyper kiffants en France, même en Europe, prendre le train pour traverser l'Europe, c'est des aventures aussi un peu folles. Interrail, pour ceux qui connaissent, c'est le billet de train là qui coûte pas, je sais plus combien ça coûte Interrail. Je sais plus, mais c'est un peu par abonnement. Je crois que tu prends des jours en fait de voyage, mais c'est beaucoup moins cher que si tu prenais chaque billet pour aller à l'autre bout de l'Europe. Et je crois que c'est pour les moins de 25. Il me semble que ça s'arrête à 25. Ouais, mais c'est hyper chouette Interrail. Ça, c'est un bon exemple, en tout cas, de ce qui existe accessible et avec lesquels tu as des moments uniques et des souvenirs, surtout si tu es avec des potes. Là, c'est optimal, on va dire. Comment, toi, tu vois un peu l'évolution de la consommation vraiment en proprement parler? C'est-à-dire, on a par exemple le zéro déchet qui existe, la consommation un peu locale. Maintenant, il y avait le bio. Maintenant, on a aussi l'éco-responsable. Enfin bref, il y a plein de manières de consommer différentes. Comment tu vois, toi, l'évolution un peu de cette consommation Je pense qu'on va aller et on doit aller vers plus de sobriété, en fait, et de réduire notre consommation, peu importe le domaine. Je pense qu'on doit essayer de changer aussi notre regard sur la consommation. Aujourd'hui, on a tendance à acheter pour ça nous définisse et on est heureux quand on achète quelque chose. On est un peu normé autour de ça, alors que je pense qu'on peut profiter et vivre beaucoup plus de choses avec des expériences, avec on disait des voyages, etc., que des biens matériels, d'acheter tout le temps des nouveaux vêtements, etc. Ça, je pense qu'on va devoir évoluer sur ça parce qu'on est en train d'épuiser les ressources parce qu'on consomme trop de tout. Donc ça aussi, je pense qu'on va aller vers plus de sobriété. Aujourd'hui, il faut montrer que justement cette sobriété, c'est pas de renoncer à tout et de vivre dans une hutte au fin fond de la forêt, c'est pas ça. Bien sûr. Je pense qu'il y a une façon de pouvoir vivre plus sobrement et en vivant très bien, très confortablement et tout ira bien. Mais voilà, je pense qu'il y a encore aussi comme le rêve de montrer que la sobriété est possible et enviable surtout. Oui, c'est ça, de réduire, comme tu dis, de passer un petit peu à un mode de vie où on réfléchit plus, peut-être, avant d'acheter aussi, parce qu'il y a de ça. Enfin, plein de fois, même moi, j'achète sans réfléchir, ça nous est tous déjà arrivé. Les achats compulsifs, on connaît, tu passes devant un truc et tu fais « j'adore », et après, en fait, tu te rends compte que ça va vraiment pas te servir. C'est clair. Puis il y a tellement de publicité aussi, on est partout, tu te marches dans la rue, il y a la publicité. On est stimulé en fait à acheter en permanence et voilà, et on peut pas culpabiliser l'individu d'acheter autant parce qu'il est poussé, il est même presque forcé à acheter. Et maintenant c'est justement d'essayer de réfléchir, de dire là peut-être qu'on consomme
pour rien en fait, juste Ouais. et essayer de dire voilà, est-ce qu'on peut garder les choses plus longtemps, est-ce qu'on peut consommer différemment de seconde main, justement arrêter de produire tout le temps du neuf alors qu'il existe déjà des milliards de choses sur cette planète, voilà, tout réfléchir déjà sur la consommation, ça serait Ouais, favoriser en tout cas des choses qui ont une durée de vie un peu plus longue. On va continuer juste après sur ces sujets-là. On va s'écouter une petite musique entre-temps. On a du Camélia Jordana que tu nous suggères, Too Fast. Ouais, j'aime beaucoup Camélia Jordana. On pense souvent à la musique, je sais plus comment elle s'appelle, les premières qu'elle avait fait. Oui. Mais moi, je suis allé la voir en concert et c'était incroyable. Elle a une voix dingue. Et il y a plein de musiques hyper... moi, justement, quand je suis éco-anxieux, j'écoute ça m'apaise. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Eh ben, écoute, ça tombe bien. Au milieu de tous ces sujets, on va s'apaiser un petit peu. On va s'écouter Too Fast de Camélia Jordana. C'était Too Fast de Camélia Jordana. Qu'est-ce qu'on va devenir jusqu'à 22h. Move. On est de retour sur Qu'est-ce qu'on va devenir, l'émission où on se projette dans le futur. Ce soir, on est avec Johan et on discute maintenant depuis un petit bout de temps là autour de l'environnement, de la communication un petit peu qu'on a autour des sujets écolos, surtout sur les réseaux sociaux essentiellement. Là, on discutait un petit peu de la surconsommation, du fait de consommer plus intelligemment, on va dire, et surtout de réduire. De retourner à des choses un peu plus simples. On parlait des achats compulsifs, de ce genre de choses. Et moi, je me dis, dans le futur, ce qui va être, je pense, intéressant et ce qui peut vraiment changer la donne, c'est vraiment des objets dans notre quotidien qui tiennent vraiment longtemps. Ce qu'on a un peu perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce truc avec les vêtements où d'un moment, ils sont troués, où ils se décousent sur le côté rapidement, où ils tiennent pas, ils ont des durées de vie qui sont hyper limitées. Ouais. Et on a ça aussi avec des objets du quotidien. En vrai, il y en a qui tiennent pas longtemps, tu comprends pas pourquoi. Il y a ce truc-là aussi d'un peu obsolescence programmée, tous ces sujets-là. Moi, je pense que ce sera, du moins je l'espère, un petit peu la clé pour nous aider là-dedans. Ce sont des choses qui, même si c'est pas vendeur sur le papier pour les marques, mais des choses qui nous tiennent toute la vie, quoi. C'est un peu de ça dont on rêve, comme les sacs à dos qui tiennent à vie, enfin des trucs qui ne bougent jamais, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu t'orientes un petit peu, en tout cas, vers ça dans ton quotidien? À chaque fois, tu fais des études un petit peu pour comparer ce qui tient plus longtemps. Puis même pousser des marques à s'engager plus dans la durabilité de leurs produits. Ouais. Et là, il y a de plus en plus de lois qui vont arriver justement sur les indices de réparabilité, par exemple, pour montrer en fait quand on achète un produit, on sait qu'il est facilement réparable. Et ça aussi, donc il y a ce côté-là pour les entreprises de se bouger, de dire on va créer des choses qui durent dans la vie, mais le problème, voilà, c'est le modèle économique. Le modèle économique des entreprises aujourd'hui, c'est de vendre toujours plus. Oui. Donc, c'est mieux de créer un produit qui va durer 1 ou 2 ans pour que tu le rachètes juste après. Donc ça, il y a tout un modèle économique à repenser. Et d'un autre côté aussi, je pense, c'est nous à se former aussi à réparer. Maintenant, dès qu'on voit un truc avec un trou, c'est un peu cassé, paf, on le jette parce que c'est facile, ça coûte pas très cher, on le rachète. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, par exemple, un trou, moi, je sais pas coudre, mais j'ai envie d'apprendre à coudre. Justement pour réparer des vêtements qui ont encore toute l'utilité. Pareil, le grille-pain il marche plus, aller dans des endroits où tu peux réparer ton grille-pain, où on te montre, où on te répare dans les ressourceries qui sont en train de naître un peu partout. Voilà, je pense que c'est une autre façon aussi de voir les choses et de dire voilà, il y a un truc qui marche. Avant c'était comme ça, nos grands-parents, c'est vrai, il y avait un truc qui marchait pas, ils le réparaient, tout durait beaucoup plus longtemps. On critique beaucoup de cette génération parce que c'est la génération du pétrole, etc., où tout est parti un peu en live après, mais c'était aussi une génération qui faisait beaucoup plus dans la sobriété dès le début, quoi. Ah bah oui, et puis je pense que dans le futur, en fait, il y a aussi parce que même s'ils vendent des objets pas chers, il y en a certains qui restent quand même très chers, et il y a aussi le coût de la vie. Qui fait que t'as pas envie de jeter ton truc qui t'a coûté une blinde. Même des objets tout bêtes, tu vois, qui, comme ça, on dirait pas, tu vois, mais ça t'a coûté hyper cher, donc t'as pas envie de le jeter. T'as envie qu'il ait notre vie. Et ça, il y a aussi un truc, je pense, qui va changer la donne parce que c'est déjà en train de bien arriver et c'est un peu partout. C'est un peu la mode du DIY, la mode du bricolage, en fait, de faire les choses soi-même. Les gens, ils bricolent de plus en plus. On le voit avec l'upcycling, on en parlait hier. L'upcycling, c'est le fait un petit peu de redonner une seconde vie à un vêtement en le transformant
performant un petit peu. Donc c'est pas mal de couture, hein, c'est vrai que ça demande un peu de savoir-faire, mais ça se bricole aussi en fait, et ça peut s'apprendre. Et les gens ont ce retour un petit peu au manuel, j'ai l'impression, aux arts créatifs, au fait de voir quelqu'un qui fait quelque chose de ses 10 doigts, ça donne toujours un petit peu envie. Tu le vois avec la mode de la poterie, tu sais, maintenant, partout il y a des trucs de poterie, les gens ils sont à fond là-dedans. Donc en fait, ça pour moi c'est un vrai truc que je vois sur les prochaines années. C'est un retour un petit peu à l'artisanat, au fait de bricoler un peu soi-même. T'as des pop-up maintenant un peu partout. Moi j'en ai un chez moi où tu peux faire tes propres bols, tu les peins, tu fais un peu ton truc, tu peux faire ta propre vaisselle. Donc je pense qu'il y a un retour un petit peu à ça. Et aujourd'hui, si t'as... tu parlais du grille-pain, le grille-pain qui est cassé, même s'il n'est pas réparable, tu vas avoir envie d'en faire un peu une connerie, tu vois ce que je veux dire. Je pense créer une œuvre d'art. Exactement, je pense que ça va être de plus en plus intuitif de se dire genre, attends, là j'ai un truc qui est pété, laisse-moi juste regarder vite fait sur YouTube ou sur TikTok s'il n'y a pas quelqu'un qui en fait... quand on fait une connerie, tu as toujours un mec qui est là en mode genre tu sais plus quoi faire de tes machins, et puis tac, il en fait un miroir, et t'es là, tu comprends pas comment il a fait. Donc ça, j'ai bon espoir un petit peu sur le côté artisanal. Est-ce que toi, ça te donne envie un petit peu de bricoler quand tu vois tous ces trucs? Non, mais c'est clair. Mais je pense qu'on a tellement été déconnectés de cet univers-là, du manuel, où aujourd'hui tout est accessible très rapidement. On peut acheter, on se fait livrer à manger, on fait plus rien presque. Tu peux en tout cas ne faire plus rien et consommer facilement et avoir tout à disposition. Mais je pense qu'on est fait aussi pour construire, pour faire des choses de nos mains, etc. Et c'est ça la mode. Je pense que c'est pas juste un effet de mode, justement. Ça va, je pense que ça va durer dans le temps. On voit même les gens qui commencent à faire des potagers un peu partout dans les villes ou ailleurs. Des choses vraiment simples, mais ça les rend heureux. Et je pense que justement de refaire des choses manuelles, de montrer qu'on est capable aussi de faire des choses, c'est hyper valorisant, je pense. Et c'est pour ça, tous les ateliers de poterie, on peut penser ça bête, etc. Mais je pense que c'est hyper cool, en fait. Il y a tout ce retour à je peux me débrouiller moi-même, je peux faire mes trucs. Bien sûr, et ça, je trouve ça hyper cool, et je suis sûr ça va continuer au fil du temps, et ça va aussi dans cette idée de sobriété, en fait. Donc, de sobriété, de, comme tu dis, de faire les choses soi-même, donc d'avoir des choses plus personnalisées. Là où en fait, quand on consomme beaucoup, qu'on achète des choses qui sont à la mode, en fait, on a tous le même truc. Alors c'est super qu'on ait tous le même truc dans nos têtes, parce que du coup, c'est un truc d'appartenance, de voilà, on est à la mode, donc c'est totalement logique qu'on pense ça en premier. Mais en vrai, la singularité, elle est aussi quand même de plus en plus présente, c'est-à-dire que les gens ils sont se démarquer, toujours, voilà, les gens cherchent un petit peu à se démarquer maintenant, hein, quand tu vois les gens qui marchent bien, il y a ce côté un petit peu moi j'ai fait ça moi-même, et les gens ils adorent. Donc tu as aussi ce côté un petit peu revenir à la singularité, je vais être unique, je vais avoir mon truc personnalisé, je l'ai fait moi-même, et ça encore une fois c'est hyper humain, tu vois, de décorer soi-même, de faire soi-même, de le retransformer, de planter un clou par-ci par-là, et d'avoir un truc où après t'es tout fier de dire j'ai fait moi-même, c'est peut-être pas très beau, mais... Non, c'est clair, mais il y a plein de vidéos, je sais pas si t'as vu, de mecs là qui font de la poterie, et tu peux rester 3 minutes devant une vidéo où il est juste en train de faire son truc, un truc manuel, et t'es là, mais c'est hyper cool ce qu'il fait. Et ça va donner des idées, et ça c'est aussi les réseaux sociaux, c'est là pour ça, pour montrer qu'on peut faire plein de choses. Il y a des côtés négatifs sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi plein de choses créatives et qui poussent plein de personnes aussi sur la cuisine. Le nombre de recettes qu'on a découvert, tu vois, en étant végétarien, il faut inventer toujours de nouvelles recettes, découvrir plein de trucs et tout. Et j'ai découvert des trucs trop bons que t'es trop content après de faire avec tes potes. Donc toute cette créativité, je pense qu'elle va continuer. Elle est poussée par les réseaux sociaux justement, et je trouve ça hyper chouette. Ouais, le fait de dire je l'ai fait moi-même, ça change, c'est cool. T'arrives chez quelqu'un, il a un verre qui est hyper moche, mais genre hyper drôle. Il est trop fier. Voilà, et tu regardes son verre, tu fais il est marrant ton verre. Je l'ai fait moi-même. Et tu fais écoute, ça se voit, mais c'est ça qui est cool en fait. C'est que du coup ça change, et c'est toujours sympa à voir. En tout cas, moi j'aime bien ce retour un petit peu à la créativité, et je pense que ça va continuer dans le futur très clairement. Ça c'est. J'ai entièrement confiance là-dessus. J'ai aussi ce truc que je me dis, c'est qu'en fait avec l'information, on découvre des choses où avant on s'était pas posé de questions, et je l'avais remarqué moi avec par exemple le gazon. Tu vois, quand j'étais petite et que je voyais des gazons bien tondus, pour moi c'était juste normal. Enfin, il y a aucune question autour de ce qui se passe, c'est de l'herbe, c'est un gazon, point barre. Et un beau matin, j'ai commencé à comprendre, et j'ai vu à travers l'information que c'était pas normal d'avoir un gazon qui est tondu parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Avec rien qui dépasse, pas une fleur. Rien qui dépasse, et que ça n'a... Et en fait, quand tu réfléchis, tu fais, c'est vrai qu'en fait,
Si là, je devais dessiner un gazon, je vais avoir envie de mettre des fleurs, une petite abeille, une petite sauterelle, je sais pas quoi, d'instinct, ça devient comme ça. Mais pour autant, je m'étais pas posé la question. Ouais. Et ça paraît bête, mais maintenant, dès que je vois un jardin, les gens, ils tondent plus. C'est beaucoup plus rare maintenant. Les gens, ils le laissent, je sais plus comment on appelle ça. C'est pas de le laisser en friche, c'est un nom comme ça, ouais. Oui, je crois. Mais justement. Sur la nomination, ouais. Mais en tout cas, maintenant, les gens de plus en plus le font. Oui, parce que c'est fou, parce que quand on regarde, on voit sur les bas-côtés, des fois on disait c'est négligé, c'est pas propre, etc. parce qu'il y a des fougères, etc. Mais non, c'est justement ça qui est laissé naturel et qui est beau. Et qu'un gazon tout coupé, moi j'ai grandi au Canada et il y avait ces maisons, donc il n'y a pas de portail devant les maisons, les maisons sont l'une à côté des autres. Et tout le monde, c'était la compétition de celui qui a le gazon le plus vert et le gazon le mieux coupé. Et les gens, ils coupent tous les 2 jours leur gazon. Et il n'y a aucune vie, il y a aucun. Et tu regardes la terre, elle n'est pas du tout riche, il n'y a aucune âme. Et donc ça, c'est hyper triste. Et justement, ça, c'est aussi des conceptions qu'on a de quand tu construis une maison, oui, il faut un gazon tout vert et tout beau. Et en fait, non, c'est beau d'avoir des fleurs, de laisser de la vie et de voir qu'après, il y a plein d'insectes, etc., qui redébarquent. Comment ça a été mis dans notre tête, C'est fou, mais il y a tellement plein de choses comme ça où on a été... pareil pour le tout voiture. On a tout, pendant les années 70-80, on a décidé que toutes les villes allaient être tournées autour de la voiture. C'est vrai, Et quand tu regardes l'espace que prend la voiture aujourd'hui, comparé à tous les autres modes de déplacement ou même piétons, tu te dis... Quand on a accepté ça, et par exemple là à Paris, les berges de Seine, maintenant elles sont piétonnes et c'est incroyable, tu te promènes, c'est trop bien et tu te dis mais avant il y avait les voitures, elles passaient là et c'est ça tout à déconstruire parce que bien sûr c'est pratique la voiture, il y a des gens qui viennent dans Paris en voiture ou dans les autres villes qui doivent se déplacer en voiture. Mais je pense qu'il faut partager différemment quand même l'espace public. Et voilà, c'est toutes des déconstructions aussi, je pense, à se faire autour de ces sujets-là. Parce que voilà, nous, on a grandi avec ça. On dit, c'est normal. Il y a une énorme rocade qui passe en plein milieu de la ville. Mais peut-être qu'on peut faire autrement. Et ça peut... et voilà, on voit que quand on met des espaces verts dans les villes, quand on retire la voiture, le bien-être, il se développe, etc. Donc je pense qu'il y a à faire pour mieux partager, par exemple, l'espace. Ouais, c'est ça. On parle de déconstruction, comme tu dis. C'est un bon terme. Je pense que c'est ce qui nous attend dans le futur, c'est de se déconstruire, de découvrir des choses, de réaliser surtout des choses. De tout d'un coup avoir quelqu'un qui nous pointe du doigt en disant mais attendez, vous avez vu le truc là-bas là, et c'est normal qu'on fasse ça, et que tu te dises non mais j'avoue t'as raison, en fait c'est pas du tout normal qu'on fasse ça. J'avais jamais remarqué parce que forcément c'est au fin fond de notre cerveau. On a du mal à l'envisager. Et on arrive à la fin de notre émission, ça passe vite. On a discuté écologie, on a discuté communication autour des problèmes environnementaux, on a parlé de l'éco-anxiété et puis surtout du futur, qu'est-ce qu'on imagine. Alors là on parlait de la déconstruction, donc du fait de se dire dans nos têtes que ça peut changer, que des choses qui nous semblent acquises peuvent totalement être bouleversé du jour au lendemain, mais c'est ok parce que c'est pour le mieux et on espère dans le futur avoir des espèces de réalisations comme ça, des moments un petit peu de lucidité où tout d'un coup on fait mais attends mais oui, pourquoi on avait ça comme ça depuis le début, il faut absolument le changer. Donc c'est ce qu'on souhaite. Qu'est-ce que tu souhaites voir toi un petit peu dans quelques années, c'est quoi un peu tes rêves en termes de... Je pense que justement, on a toutes les clés aujourd'hui pour faire cette transition écologique et aller vers du mieux. Il faut juste le réaliser. Donc, je souhaite que les gens réalisent qu'on peut faire autrement et que la vie est souhaitable justement en étant plus sobre, comme on le disait. Donc moi, je suis assez optimiste sur l'avenir. Je pense que vraiment, on va peut-être le faire un peu tardivement. Donc on l'a vu, les conséquences du dérèglement climatique sont déjà là. Et on va devoir s'adapter aussi, vivre différemment. Des étés plus chauds, plus de catastrophes naturelles, etc. Ça, on est un peu trop tard sur ça. Mais je pense qu'on peut faire pour mieux vivre et faire en sorte que les gens vivent correctement malgré tous ces changements. Et donc adapter les villes, etc. Adapter notre façon de vivre. Pour vraiment pouvoir continuer à bien vivre sur cette planète, parce qu'on parle souvent de sauver la planète. La planète, elle va s'en sortir très bien. C'est ça. On sera plus dessus, mais elle continuera à vivre tranquillement. Donc c'est nous sauver nous en fait, et de vivre bien, parce qu'on peut aussi survivre à travers les catastrophes naturelles, etc. Non, c'est comment on peut faire pour vivre au mieux partout sur la planète. Donc c'est quelque chose de très humain aussi quand même, l'écologie, il faut le rappeler. Ah bah oui, et puis l'être humain est fait pour s'adapter, donc il est normalement censé pouvoir modifier son mode de vie, survivre à des changements qui doivent être progressifs
Et c'est déjà ce qu'on observe, donc c'est plutôt bien parti. C'est clair. Et j'espère aussi qu'on va pouvoir se reconnecter à la nature. Je pense qu'on a perdu on dit qu'on a perdu le sens aussi au manuel, à se reconnecter aux choses, mais aussi se reconnecter à la nature, à la biodiversité, voir tout ce qu'elle nous apporte et de pouvoir vivre en symbiose avec elle, de respecter nos espaces, parce que c'est incroyable en fait tout ce que ça crée. Donc ça sera aussi un gros défi de dire comment on peut vivre sans tout détruire déjà, ce serait pas mal, et de vivre plus en harmonie, ça ferait du bien à tout le monde. En harmonie avec la nature, c'est un beau rêve, c'est un beau souhait. On le souhaite tous. Oui. Merci Johan d'être venu. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Je te souhaite un bon périple en Inde. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux ? Sur le Jeune Engagé. Ok, sur Instagram. Et pour le voyage, c'est sur Shimla, Shimla, sur Insta aussi, pour suivre toute cette aventure. Eh ben, on va aller suivre cette aventure. Moi, j'ai très hâte de voir. Je te souhaite un bon périple. Merci. plein d'aventures.